C'est quelqu'un avec qui j'ai cohabité pendant des années et au point qu'à certains moments j'en rêvais, quoi. J'ai vraiment eu un rapport très très intime. Alors dans cette aventure commune, au départ, bon, j'avais un schéma mais très très grossier dans la tête. Et à chaque chapitre, donc, je faisais la recherche autour. Alors, bon, bah, au début, j'ai fait une très grosse recherche sur les mœurs des Iroquois. Pourquoi la torture? Qu'est-ce que ça signifie donc dans la perception iroquoise, cette pratique de la torture, puisque j'avais affaire à des gens qui sont à la fois inhumains par cet aspect-là de cruauté et qui sont extrêmement humains dans la manière dont ils adoptent, dont ils choisissent un adopté. Alors, ce côté paradoxal, il fallait que je travaille autour. Et chemin faisant, chaque chapitre a généré un travail nouveau. Alors, à chaque fois, avec gourmandise, j'entamais un nouveau chapitre et je me mettais en quête de documents. Donc, c'est pour ça que c'est une longue aventure de cohabitation quand un personnage est aussi complexe, parce qu'il traverse des mondes extrêmement différents. Les mondes amérindiens, la restauration anglaise, donc juste après la chute de Cromwell, donc Charles II, Stuart. C'est une époque passionnante. Après, il va y avoir ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution. Au même moment, en France, il y a Colbert qui va le soutenir, qui va comprendre le génie de ce type-là, mais qui va mourir trop tôt. Donc du coup, Radisson va être à nouveau relégué, donc il va repartir du côté des intérêts anglais. Et on rencontre la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Donc c'est passionnant. À cette époque-là, lui, il va se marier cette année-là avec une protestante, une huguenote réfugiée à Londres. Donc on a toute l'époque en même temps, avec toutes ces problématiques les plus importantes qui viennent se refléter dans ce personnage. Donc c'est vraiment un personnage miroir et qui est d'autant plus intéressant que c'est pas un personnage des couches élevées de la société. Donc ce qu'il vit, il le vit comme un individu des classes moyennes. Et bon, c'est un personnage sur lequel, honnêtement, j'aurais pu travailler 30 ans et sortir un livre de 3000 pages, tellement il concentre à lui tout seul de notions intéressantes, quoi. Je l'ai vu se profiler dès que j'ai commencé à m'intéresser à ces explorateurs, ces voyageurs, notamment du XVIIe siècle, j'ai vu que ce type-là avait vraiment été présent dans des expéditions incroyablement audacieuses, qu'en plus il sentait le soufre parce que tous les historiens québécois, jusque dans les années, on va dire 50, le percevaient très très mal. Et après, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai fouillé autour. Il y avait à l'époque très peu de choses sur lui. Il est paru quelques travaux depuis une dizaine d'années. Et plus j'explorais ce type, moi aussi j'explorais l'explorateur, et plus je trouvais qu'il avait des dimensions multiples qui me passionnaient. Bon, d'une part, il a été étiqueté comme traître. Donc pourquoi est-on traître? Parce qu'on passe à la concurrence, comme on dirait aujourd'hui. Bah, à cette époque-là, on considérait que c'était une traîtrise. Je pense qu'il était sans doute protestant aussi, ça n'apparaît clairement à aucun endroit, mais j'en suis sûre. Il est devenu protestant, en tout cas en cours de route, ce qui à l'époque était quand même pas rien, puisqu'on se situe à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes. C'était quelqu'un qui a joué un rôle géopolitique important aussi. C'est pas seulement une histoire de... C'est pas seulement une histoire d'explorateur qui part en terre inconnue, c'est aussi quelqu'un qui a eu une vision géopolitique, qui en a parlé au roi d'Angleterre, qui en a parlé à Colbert et qui a perçu les enjeux de l'Amérique du Nord. Bon, donc tout ça, il y a beaucoup de choses autour de cet homme. En plus, il a une manière d'être à la fois fidèle à certains, ses compagnons notamment, sur le terrain. Je crois que c'était un type très bien, quoi. Il n'a jamais laissé des gens derrière lui en difficulté. Et en même temps, c'était un roublard, c'était un joueur de bonneteau, c'était un menteur. Il est vraiment quand même parmi les 8 ou 10 grands explorateurs du XVIIe siècle, puisqu'il a fait un certain nombre d'avancées en terre inconnue. Peut-être est-il allé jusqu'au Mississippi.
avant Cavelier de la Salle. Bon, c'est ce qu'il a prétendu. En tout cas, il est allé dans le Minnesota et au Wisconsin et le long du lac, la rive sud du lac supérieur avec des groseilliers. C'était visiblement les premiers Blancs qui se rendaient à cet endroit-là. Ils ont été parmi les tout premiers à contacter les Sioux, qui à l'époque n'étaient pas en contact du tout avec le monde blanc. Donc, non, il y a un vrai... alors après, il a raconté des histoires. C'est-à-dire, il a essayé de faire croire qu'il était allé sur la baie d'Hudson par la terre. C'est certainement faux, mais c'était parce qu'il parlait à un public anglais. Donc, il essayait de faire croire qu'il connaissait déjà les lieux. En fait, ce qu'il avait, c'était une connaissance par ouï-dire à travers ces guides amérindiens, puisque les Amérindiens, dans ces histoires-là, sont toujours les grands oubliés. Les explorateurs, avec nos grands explorateurs, ils ont quand même toujours des guides, et ces guides sont toujours amérindiens. Et pourquoi? Bon, ces gens-là sont chez eux. Donc c'est intéressant aussi d'essayer de comprendre comment ils fonctionnaient avec ces gens-là. Non, c'est un personnage qui a apporté beaucoup de choses avec des groseilliers, son fameux beau-frère, plus âgé que lui. Ils ont apporté l'un et l'autre beaucoup à la connaissance de l'Amérique du Nord. Il y avait dans les archives, et notamment j'ai eu la chance de bénéficier du travail d'une femme qui était une archiviste américaine du Minnesota, Grace Noot, qui a passé pratiquement toute sa vie à faire des recherches dans les archives de France et d'Angleterre et dans les archives de la Compagnie de la baie d'Hudson. Alors avec elle, avec son travail, j'ai pu faire des synthèses et confronter avec quelques autres sources, puisqu'il y a quand même tout un milieu de Radissoniens. Ce sont des universitaires, donc ce sont des travaux souvent qui sont difficiles à lire. Bon, mais moi j'ai une grande dette envers ces gens-là, parce qu'ils ont fait sortir des documents. Et notamment, il y a un arrière-petit-neveu de Radisson, le docteur Radisson, qui vit à Bruxelles, qui a retrouvé un certain nombre de manuscrits. Il a passé une partie de sa vie à chercher ça. Il dit dans ses récits des choses, moi, qui me touchent beaucoup. Il dit, voyez-vous, j'aimais beaucoup ces gens-là. Or, c'est difficile de dire qu'on aime beaucoup les Iroquois, parce que ce sont aux yeux notamment des Canadiens français, ce sont des monstres, quoi. Ce sont ceux qui capturent les gens, qui les torturent, ce sont ceux qui mettent les missionnaires au supplice. Donc voilà, un individu très complexe, très ambigu, et qui avait certainement une somme de savoir sur le pays, à travers ses expériences, qui était unique. C'est pour ça qu'il s'est après vécu en prenant de l'âge et en prenant conscience de ses capacités, il s'est vécu comme un consultant, quelqu'un d'un peu incontournable, et ça avait un prix. Alors là, ça devient un type très moderne, c'est-à-dire, bon, on ne reconnaît pas ma valeur, on me gruge, on ne me paye pas assez en France, je vais chez les Anglais. Bon, chez les Anglais, ça se gâte aussi, hop, il revient en France. C'est un peu comme quelqu'un aujourd'hui, il changerait de partenaire, de commanditaire, parce qu'il considère qu'il est maltraité. À l'époque, c'était pas tout à fait perçu comme ça.